particulière parce qu'elle ne parle pas du tout de make-up comme j'ai l'habitude de faire. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de mon parcours concernant l'IMG. Donc l'IMG, c'est l'interruption médicale de grossesse. C'est un avortement, mais médical en gros. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment c'est arrivé. Donc en 2017 et 2018, mon mari et moi, en fait, on a commencé une procédure de PMA parce que j'ai une infertilité qui s'appelle une insuffisance ovarienne précoce. En gros, normalement, dans chaque ovaire, on a environ, à l'âge que j'avais une trentaine d'années, on est censé avoir à peu près 10 follicules dans chaque ovaire. Et moi, j'en avais 3 d'un côté et je crois 4 de l'autre. Donc en tout, j'en avais, on va dire, 6 dans mes souvenirs. J'en avais 6, alors que normalement, la moyenne, on va dire que c'est à peu près 20. Et c'est une moyenne basse. Hein, donc j'étais en insuffisance ovarienne, et surtout, j'avais un manque de progestérone qui faisait que même si, par miracle, je tombais enceinte naturellement, le bébé avait du mal à s'accrocher parce qu'en fait, j'avais pas assez de progestérone. Donc du coup, j'ai consulté une gynécologue spécialisée en infertilité. On a fait tout un tas d'examens. Il s'avérait que mon mari n'avait aucun problème. Moi, donc, j'avais cette insuffisance ovarienne précoce. Et vu mon âge, alors je sais plus quel âge j'avais en 2018, mais bon, j'avais, on va dire, 35 ans. Non, je crois que j'avais 34. Vu mon âge et mon insuffisance ovarienne qui débutait, elle nous conseillait d'attaquer directement par une FIV et de pas perdre du temps à faire des inséminations artificielles. Parce que les inséminations artificielles, en fait, c'est un peu la même chose que la nature, mais on donne un petit coup de pouce dans le sens où les spermatozoïdes, ils vont pas naturellement vers le chemin, mais ils sont emmenés directement via une pipette dans l'utérus. Mais bon, le reste se fait naturellement. Alors que la FIV, si vous voulez, on prend les ovules, on prend l'ovule, les ovules, oui. On prend les ovules de la femme, on prend les spermatozoïdes, les meilleurs spermatozoïdes qu'on choisit à la pipette, quoi. Et en gros, on met un ovule et un spermatozoïde dans une boîte de pétri, quoi, et on les laisse faire leur petite vie. Ou alors même, on peut faire une FIV-ICSI, c'est-à-dire on injecte le spermatozoïde dans l'ovule et ça donne un embryon. Donc, on a eu de la chance, c'est-à-dire que nous, on a récolté 5 ovules, c'était pas beaucoup. Par rapport à une moyenne, normalement, c'est plutôt, je dirais 10, 15 même, à mon âge. Donc moi, j'avais que 5 ovules déjà, ce qui n'était vraiment pas beaucoup. Mais bon, ils avaient l'air de me dire que les ovules étaient plutôt de bonne qualité. Donc on a attendu 5 jours, parce qu'il faut attendre 5 jours pour savoir s'il va y avoir un embryon. Et au bout des 5 jours, on nous a appelés pour nous dire qu'il y avait eu 3 embryons de très bonne qualité. Donc on était plutôt soulagés. Donc le jour J, voilà, on fait l'implantation. Et puis 15 jours après, j'apprends que, par une prise de sang, que je suis tombée enceinte. Donc forcément, j'étais ravie parce que on venait de commencer la PMA, la première FIV, tout avait fonctionné du premier coup. Donc je me suis dit, ça y est, pour une fois, on a de la chance, on va pouvoir avoir cet enfant facilement finalement, parce que j'avais peur de n'avoir jamais aucun enfant, vu mon insuffisance ovarienne, qui était quand même assez, assez corsée, parce que j'avais une AMH très très basse, et quand on a une AMH très basse, c'est pas très bon signe pour avoir un enfant. Bref, donc au final, on était ravis. Voilà, donc les débuts de ma grossesse se passent normalement, c'est-à-dire 3 mois de vomissement, parce que moi, les 3 premiers mois, quand je suis enceinte, je fais que vomir. Donc j'étais en arrêt maladie, déjà, d'une part, le premier mois, parce que j'étais en hyperstimulation à cause de la FIV. Donc en gros, mes ovaires étaient plus gros que la normale, et je crois que j'avais du liquide, oui c'est ça, j'avais du liquide dans mes trompes et mes ovaires.
qui faisait que j'avais un risque de phlébite, je crois. D'embolie pulmonaire, je crois, oui voilà c'est ça. Donc du coup je devais rester alitée pendant au moins 15 jours. Donc voilà, et ensuite après j'ai été malade comme un chien, j'arrêtais pas de vomir. Bref, au final je m'en fichais parce que j'étais quand même heureuse. J'étais enceinte et c'est tout ce qui comptait. On a fait plusieurs échographies, d'ailleurs je vais vous en montrer une. Donc là c'est l'embryon, je pense on peut dire, parce qu'il n'était pas encore, c'était pas encore un fœtus à cette époque-là, parce qu'il avait 10 semaines. Donc il était, vous voyez, il avait des bras, une tête, des jambes, tout allait bien à ce moment-là. On n'avait pas d'inquiétude, la gynécologue n'avait aucune, tout allait bien, voilà. Au bout de ces 12 semaines, la gynécologue qui me suivait en PMA m'a dit bon bah voilà, le suivi de PMA est fini, il faut que maintenant vous continuiez dans votre maternité ou être suivi par un gynécologue obstétricien. Parce que je crois qu'à partir des 3 mois ou 4 mois, bref, il faut être suivi par un spécialiste qui est spécialisé en gynécologie obstétricale, donc ce qui n'était pas son cas, puisqu'elle était spécialisée en infertilité. Voilà. Donc du coup j'arrive donc en fait c'était la vraie première échographie du premier trimestre. Avec mon mari on arrive, donc c'était à l'hôpital. Et donc elle commence à mettre la sonde et tout, et puis là elle nous dit bon, les organes sont ok, tout va bien, mais je vois qu'il y a une anomalie au niveau de la vessie. Et là on lui dit ah bon, mais quoi? Et là il dit je continue et je vous expliquerai plus tard. Alors ça a duré. Enfin j'ai jamais trouvé le temps aussi long de toute ma vie, parce qu'elle continuait à faire ses trucs et ses machins, ça a duré au moins, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, mais c'était long, parce qu'on savait qu'il y avait un problème, on savait pas si c'était grave ou si c'était pas grave. Donc moi forcément, déjà, je commençais à pleurer, et j'attendais qu'elle nous dise ce qui se passe. Et donc, quand elle a enfin terminé son échographie, elle a commencé à nous expliquer que, comment dire, la vessie de notre fils était en gros 3 fois plus grosse que la normale, et que c'était pas bon signe, que ça pouvait être, donc en gros ça s'appelle une méga vessie, c'est le terme médical, et que ça pouvait avoir plusieurs causes, soit génétiques, soit pas génétiques mais accidentelles quoi. Et donc nous on comprenait pas bien qu'est-ce que ça voulait dire quoi, méga vessie. Est-ce que ça voulait dire qu'il y avait une malformation? Parce qu'on comprenait pas, parce que je disais bah s'il a une grosse vessie c'est peut-être juste une grosse vessie, j'en sais rien. Et elle me disait non là c'est plus qu'une grosse vessie, c'est qu'il y a une malformation quelque part, sûrement au niveau de l'urètre, c'était un garçon, sûrement au niveau de l'urètre qui fait qu'il ne peut pas uriner ou, ou autre quoi, et qui fait que du coup l'abdomen, enfin non, la vessie plutôt, grossit, et c'est pour ça que du coup ça donnait un aspect d'une vessie très large par rapport à un autre fœtus quoi. Donc voilà, on savait pas trop ce que ça... Si vous voulez, elle nous a pas vraiment dit, elle nous a dit, voilà, c'est sérieux, il va falloir faire des examens complémentaires, mais elle a pas su nous dire si c'était grave ou pas. Donc en gros, on avait une biopsie du trophoblaste à faire. En gros, ils nous font une biopsie. Le trophoblaste, c'est comment dire, c'est le placenta. C'est un peu le placenta. Voilà, on va faire un peu très clair. Et donc en gros, ils prélèvent une petite partie du placenta pour faire des analyses génétiques, faire le karyotype de l'enfant et voir s'il y a une anomalie chromosomique quelque part. Donc voilà, on avait rendez-vous 15 jours plus tard, je crois. Donc on a fait l'analyse, et 3 jours plus tard, je crois, ils nous ont appelés pour nous dire voilà, aucune anomalie n'a été remarquée. Donc nous, bah, on était super contents, on s'est dit bah voilà, finalement il n'y a rien. Et en fait, donc quelques jours plus tard, on a eu rendez-vous avec la gynéco, on a refait une échographie, et là,
Elle s'est rendue compte en plus que la vessie avait encore augmenté. Voilà. Donc là, elle nous a dit, en gros, on peut faire des suppositions, mais ce qu'on pense, c'est qu'elle a une malformation au niveau de l'urètre, qui fait que donc il ne peut pas évacuer ses urines. Et la problématique, c'est qu'en fait, ce qu'on pourrait se dire, pourquoi on ne pourrait pas ponctionner les urines, parce que c'est exactement ce que je lui ai demandé. Elle m'a dit oui, ce serait possible, mais encore, elle m'a dit ça se fait pas dans cet hôpital-là, ça pourrait peut-être se faire ailleurs, genre à Paris. Mais elle m'expliquait là, le problème c'est qu'il faudrait le faire tout le temps. Enfin, c'est pas quelque chose que tu peux faire ponctuellement, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire assez souvent. Parce que là, la problématique, c'est qu'en fait, ses poumons ne pouvaient pas se développer. Ses reins ils étaient déjà morts, quoi, de ce qu'elle me disait par rapport à l'échographie. Voilà, en gros, il y avait plein de choses qui ne pouvaient pas se développer. Et ce qui faisait que du coup, soit il n'était pas viable, soit il n'aurait pas pu vivre longtemps, quoi. Ou alors, enfin bref, très compliqué. Donc du coup, elle nous a expliqué que dans notre cas, soit on pouvait continuer la grossesse malgré tout, et voilà, on aurait un enfant handicapé, et impossible vraiment de nous dire exactement quelle était la malformation, mais on aurait, comment dire, on aurait su plus, on en aurait su plus au fur et à mesure du temps. Mais sinon, l'autre choix, c'était du coup de faire une IMG. Je vais vous montrer la dernière échographie qu'on a eue, juste avant qu'on décide de faire l'IMG. Donc, je ne sais pas si on peut se rendre compte, mais donc là, ici il y a la tête, et ici c'est l'abdomen. Et alors, je ne sais pas si on voit bien l'abdomen, mais vous voyez, tout ce qui est noir là, c'est sa vessie. Donc, vous voyez, l'abdomen est énorme. Je dirais qu'elle fait à peu près la taille de 3 fois ce qu'elle devrait faire. Je ne sais pas si on voit bien. Mais donc, voilà, en gros, on me donnait très peu d'espoir par rapport à cet enfant. Donc, malheureusement, moi, quand j'ai vu cette échographie, tout de suite, j'ai eu peur. Je leur ai dit, il doit souffrir, c'est pas possible. S'il peut pas évacuer ses urines. Et la distorsion de son abdomen me faisait mal au cœur par rapport à lui. J'avais peur qu'il souffre. Et du coup, on a pris la décision de faire une interruption médicale de grossesse. Et j'étais à peu près à 5 mois, au début du 5e mois. Donc, c'était pas une décision évidente, mais avec mon mari, on était d'accord qu'on voulait pas un enfant qui souffre de multiples opérations, et on savait même pas si au final il pourrait vivre. Donc voilà, on a décidé de faire l'interruption médicale de grossesse. L'interruption médicale de grossesse, en fait, c'est... Alors, à notre terme, c'est pas une aspiration, c'est pas par médicament, en fait, c'est par accouchement. En gros, il déclenche un accouchement comme on déclencherait un accouchement lambda. Et en fait, les contractions sont tellement fortes et le bébé est tellement petit à 5 mois que, que les contractions en fait tuent le fœtus pendant l'accouchement, quoi. Et en gros, après on accouche de notre bébé. Donc forcément, il est sans vie. Hein. Voilà, il était tout petit. Hein, je crois qu'il faisait 13 cm. Dans mes souvenirs, il faisait 110 grammes. Et il était beau. C'est compliqué, hein, c'est sûr, c'est compliqué. On a peur de le voir. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et en fait, moi j'ai demandé tout de suite à la sage-femme si il était visible, s'il n'était pas trop abîmé, quoi. Et elle m'a dit non, il était très beau. Du coup, j'ai voulu le voir et le prendre dans mes bras. Mon mari, lui, il n'a pas voulu assister à ça. Ce que je peux comprendre. Et en fait, moi, j'ai voulu vivre... je sais pas comment vous expliquer, mais mon mari était tellement mal
que du coup je préférais l'éloigner de tout ça. Et c'est moi qui lui ai demandé de rentrer à la maison et de me laisser seule, accoucher toute seule en fait. Je préférais accoucher toute seule plutôt que de voir sa tristesse dans ses yeux. Donc j'ai préféré vivre les choses toute seule. Et je sais très bien que lui ça l'arrangeait parce qu'il n'avait pas envie. C'est difficile à dire, mais lui il n'a pas vécu la grossesse. Enfin, donc forcément, pour lui c'était plus facile de se dire que ce bébé n'avait jamais existé. Donc je pense que ça l'arrangeait d'une certaine manière. Donc voilà, il a accepté de me laisser toute seule. En plus, cette IMG s'est pas très bien déroulée parce que... Donc en fait, pendant l'accouchement, on a une péridurale, hein, c'est pareil que pour toutes les autres femmes. Sauf que moi, la péridurale, en fait, le tuyau que j'avais dans le dos, il s'est décroché. Mais il s'est décroché, c'est-à-dire que ça se voyait pas, parce qu'en fait, ils m'ont relevé dans mon siège à un moment, parce que je glissais. Et en me relevant, le tuyau a bougé. Et en fait, il restait plus que ça. Vraiment, plus que ça. Et donc ça se voyait pas, en fait. Ils comprenaient pas pourquoi j'avais plus aucun effet de la péridurale. C'est-à-dire au bout de 10 minutes, j'avais plus du tout d'effet de la péridurale. Je ressentais mes jambes, je pouvais les bouger, alors qu'avant, j'étais complètement insensibilisée et je pouvais plus bouger les jambes. Là, au bout de 10 minutes, mes jambes, je pouvais les bouger. Et surtout, je sentais les contractions qui me faisaient très mal puisqu'elles étaient... c'était un déclenchement, donc les contractions étaient fortes. Et du coup, j'ai accouché sans péridurale. Et surtout, le plus dur, ça a été... parce qu'en fait, à cet âge-là, du coup, le placenta se décroche pas tout seul. Et du coup, ils ont dû aller le chercher et ils ont fait je sais pas comment c'est, une révision utérine. Et donc, ils doivent te mettre le bras, en gros, jusque-là, quoi. Et je souffrais le martyre, je hurlais de douleur. Ils ont essayé l'hypnose, ils ont essayé non. Ils ont essayé l'hypnose, ils ont essayé le gaz hilarant. Rien n'y faisait parce qu'en fait, la péridurale ne fonctionnait pas, donc j'étais pas du tout anesthésiée. Donc en fait, ils essayaient d'arracher des petits bouts de placenta avec leurs pinces. Donc vous voyez, quand on n'est pas anesthésié, quand on t'arrache de la peau à l'intérieur, ça fait très mal. Donc du coup, je hurlais de douleur. Et ils ont eu la gentillesse à un moment donné de me mettre en anesthésie générale parce que c'était une torture. Donc voilà, au final, ils ont terminé. Ça s'est terminé un peu en bain de sang. D'ailleurs, j'ai dû avoir une transfusion de fer les jours d'après parce que je tombais dans les vapes parce que j'avais perdu beaucoup de sang. Mais bon, après ça, je m'en fichais parce que j'étais totalement anesthésiée par la tristesse et la douleur les jours suivants. Donc je voudrais vous montrer un petit peu les souvenirs que m'ont laissé les sages-femmes. J'ai trouvé ça gentil de leur part. Déjà, ils m'ont fait, vous voyez, les empreintes de pied de mon fils. Et alors, ils ont été gentils, ils ont fait également des photos de moi avec mon fils. Je vous les montrerai pas, même si j'aimerais bien les montrer, parce que c'est mon enfant et j'ai envie de montrer mon enfant. Mais je sais que les gens vont trouver ça glauque, que ce soit quelqu'un, enfin, de prendre une photo d'un bébé mort, apparemment ça se montre pas trop parce que les gens à qui je l'ai montré, ils étaient plutôt dégoûtés. Hein. Donc je peux les comprendre, hein, c'est sûr, mais on a envie de le faire vivre. C'est un enfant qui a vécu et on a envie de montrer au monde entier qu'il a existé en fait. Et oui, il a existé. Et je vais vous montrer aussi la petite boîte que m'a fait mon mari pour mettre tous mes souvenirs. Voilà, c'est la boîte de souvenirs que mon mari m'a faite entièrement pour mettre tous mes souvenirs, pour mettre tous nos souvenirs de notre fils. Je la trouve très jolie. Voilà. Et donc,
c'était très compliqué ensuite. Bon, je vous passe les mois et les mois de pleurs et les difficultés que j'ai rencontrées avec les gens avec qui je parlais, parce que les gens comprenaient pas pourquoi je tournais pas la page. Mais on perd un enfant et ça, les gens ne comprennent pas. Pour eux, c'est comme une fausse couche, mais ça n'a rien à voir avec une fausse couche. Enfin, bref. Au final, 1 an plus tard, après moult péripéties, parce qu'on a dû faire des analyses génétiques, moi et mon mari, pour voir si... parce qu'en fait la PMA voulait pas continuer avec nous, parce que nous on avait des embryons congés, mais ils voulaient être sûrs qu'on n'avait pas des anomalies génétiques. Et du coup on a dû faire des karyotypes. Le mien est revenu ok, et celui de mon mari il n'était pas ok. Donc on a dû faire 2 analyses, compris je sais pas combien de temps, je crois que ça avait pris 6 mois pour savoir exactement quel était le problème. Et au final, 6 mois plus tard, on apprend qu'en fait, c'est juste une anomalie qui n'est pas du tout, qui n'est pas grave, et même si notre enfant l'a, parce qu'en fait elle est héréditaire, même si notre enfant l'a, il n'aura aucun problème non plus. Donc du coup, on a réussi 1 an plus tard à refaire une FIV, enfin non, on a refait un transfert d'embryon, parce qu'on avait déjà des embryons. Donc en fait, je suis tombée enceinte encore directement. Et cette fois, j'ai eu mon fils. Et mon fils a 3 ans aujourd'hui. Voilà. Donc c'était une aventure. Et très compliquée. Si le cadre a changé, c'est normal, c'est que c'est une autre journée. Tout simplement, je voulais vous faire une partie 2 pour vous expliquer un petit peu... comment dire, vous donner des informations et des conseils si vous êtes dans le même cas que moi et si vous allez subir une IMG. Alors pour expliquer, une IMG, c'est une interruption médicale de grossesse qu'il faut différencier d'une IVG. Donc une interruption médicale de grossesse, c'est quand il y a des malformations, enfin quelque chose qui fait que la grossesse n'est pas, comment dire, que le bébé soit ne va pas naître, enfin va naître avec une maladie très grave qui va, comment dire, qui va souvent porter à sa vie, enfin attenter à sa vie. Donc voilà. Alors qu'une IVG, c'est une interruption volontaire de grossesse. Déjà une IVG, il me semble qu'en France c'est jusqu'aux 3 premiers mois, alors que l'IMG, on peut le faire jusqu'au dernier jour de sa grossesse. Voilà, il faut juste pas, évidemment que ce soit le jour de l'accouchement, sinon c'est pas possible. Évidemment, il y a une commission qui se réunit, c'est pas fait comme ça. C'est pas nous qui décidons si c'est une IMG ou pas, hein, c'est une commission avec plusieurs gynécologues, obstétriciens qui se réunissent et qui décident du cas. Pour avoir des informations concernant l'IMG et des conseils, des informations par rapport à vos droits, etc., vous avez le site La Petite Émilie, qui est un site qui regroupe un peu tous les conseils que vous pouvez avoir sur l'IMG. Moi j'y étais allée lors de mon IMG et j'avais trouvé quelques conseils intéressants. Je voulais vous donner aussi quelques pourcentages des grossesses pathologiques en France. Donc en fait il s'agit de 2 à 3% des grossesses en France. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de très courant. Donc je veux rassurer les mamans qui sont enceintes, donc ce sera pas votre cas. Je veux dire, c'est très rare, hein, donc c'est dans 2 à 3% des grossesses, c'est très très rare. Voilà. Une chose très importante, c'est à savoir, si par exemple votre conjoint et vous-même n'êtes pas d'accord sur l'IMG, il faut savoir que c'est la femme qui décide, qui a le mot final sur la décision de l'IMG. Le corps médical peut très bien écouter les arguments du conjoint, il n'y a pas de souci. Le conjoint forcément a son mot à donner dans le couple, mais au niveau médical, les médecins n'écouteront que la décision de la femme. C'est elle qui doit décider parce que c'est elle qui porte le bébé. Voilà. D'ailleurs, c'est elle qui doit signer tous les papiers. Le conjoint ne signe aucun papier. En ce qui concerne les droits, donc je vais vous énumérer quelques droits que vous avez. Le papa a le droit au congé paternité à partir de 22 SA de la grossesse. Donc en fait, si votre femme va faire une IMG à partir malheureusement de 22 SA, le papa aura le droit à son congé paternité. C'est également le cas pour la maman qui aura le droit également à son congé maternité à partir des 22 SA. Vous allez me poser la question, mais avant 22 SA, du coup, comment on fait? On n'a pas le droit au congé maternité, mais alors on va retourner directement au travail?
Évidemment non. En général, après l'IMG, le gynécologue obstétricien va vous faire un arrêt maladie d'1 mois environ. Et ensuite, il sera renouvelé ou pas par le médecin traitant. Donc ce sera à vous d'aller voir le médecin traitant si vous avez besoin de continuer cet arrêt maladie. Avant 22 SA, en général, c'est l'hôpital qui se charge de la crémation du corps du bébé. Vous avez une possibilité de récupérer le corps si vous voulez, mais bon, la plupart des gens ne le récupèrent pas. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment l'hôpital qui s'en charge. Et à partir de 22 SA, c'est les parents qui s'occupent de l'inhumation et de la crémation. Pour la déclaration à l'état civil, avant 22 SA, vous pouvez demander à ce qu'il soit mis sur le livret de famille. Mais après 22 SA, c'est obligatoire. Hein. Donc de toute façon, vous n'avez pas besoin de le demander, c'est obligatoire. Voilà, il fera partie de votre livret de famille. Maintenant, on va évoquer les conseils que je vais vous donner de ma propre expérience concernant l'IMG. Surtout, n'hésitez pas lors de l'IMG à dire à l'équipe médicale si vous avez mal et à insister pour expliquer que vous avez mal. Parce qu'on ne m'a pas écouté et au final j'aurais dû beaucoup plus insister. Je pensais que ils avaient raison quoi, au final, et au final ils n'avaient pas du tout raison, ils s'en sont rendus compte après. Mais c'était trop tard, j'ai vraiment énormément souffert physiquement et mentalement évidemment, mais donc ne vous mettez pas une souffrance inutile en plus. Concernant le retour au travail, moi ce que je vous conseille, parce qu'en général, malheureusement l'IMG arrive quand la grossesse est assez avancée, donc tout le monde est au courant, tous les collègues sont au courant, donc vu que c'est très difficile d'en parler après, même si on revient au bout de 3 mois, c'est très compliqué d'en parler. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'envoyer un mail à votre chef en fait, ou quelqu'un de confiance dans votre équipe, et de lui expliquer lui expliquer brièvement les faits, et de lui demander en fait de prendre la charge d'expliquer aux gens dans vos équipes, à votre travail, ce qui vous est arrivé, très brièvement, forcément, et surtout d'expliquer que vous ne voulez pas en parler et qu'il ne faut pas le mentionner. Voilà. En tout cas pour les premiers mois, c'est important. Personnellement, je trouve, parce qu'au début, on a besoin de penser à autre chose. Voilà. Après, au fur et à mesure du temps, on peut de nous-mêmes en parler. Voilà, c'est surtout ça, je pense. C'est leur demander de ne pas en parler d'eux-mêmes, mais bien d'attendre que ce soit soi qui commence à en parler. Voilà, c'est très important, je pense. Et ça nous évite en fait une charge en plus de devoir expliquer à tout le monde, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un au travail, ah oui, en fait, oui, j'ai perdu le bébé, etc. etc. C'est vraiment très difficile, moi je sais que je l'ai vécu, et c'était un peu compliqué. Si vous éprouvez des difficultés suite à la perte de votre enfant lors d'une IMG ou autre, un deuil périnatal, je vous conseille d'aller voir donc un psy. Alors il y a des psys en deuil périnatal qui sont spécialisés. Sinon vous pouvez, comme moi ce que j'ai fait, voir un hypnothérapeute qui va vraiment vous aider sur sur l'instant même. C'est-à-dire que le psy va vous aider sur des semaines et des semaines, ça va durer un certain temps, c'est un travail de longue haleine, alors que l'hypnothérapeute va plus travailler sur le traumatisme, sur le fait de pouvoir vivre sans pleurer toutes les 5 minutes. Vous voyez, parce que moi par exemple au travail, je me mettais à pleurer pour tout et n'importe quoi, et ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait au travail, mais j'étais tellement triste et désœuvrée que en fait ça refaisait surface tout le temps, toute la journée. Et du coup quand j'ai vu l'hypnothérapeute, il m'a permis, même si j'avais pas l'impression, du jour au lendemain, c'est vraiment ça, c'est du jour au lendemain, on peut reprendre sa vie en main, on ne pleure pas toutes les 2 secondes. Et ça vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc je vous le conseille si vous en sortez pas. Je vous conseille également de parler à votre conjoint et de lui demander par exemple de prévenir votre entourage proche, votre famille, vos amis, de ne pas sortir certaines phrases, de faire attention à ce qu'ils vont dire. Du type par exemple de dire « Ah bah t'inquiète pas, t'auras un autre enfant ». C'est pas vraiment ce qu'on a envie d'entendre quand on vient d'en perdre un. On remplace pas un enfant par un autre. On n'a pas non plus envie d'entendre « Ah bah la nature est bien faite, si vous l'avez perdu finalement, c'est que il allait pas vivre » ou je ne sais quoi. C'est des petites phrases comme ça que les gens vont vous dire. C'est de bonnes intentions, mais vraiment
moi je vous conseille de demander à votre conjoint de les prévenir que ces phrases typiques font vraiment du mal. Ce que vous avez besoin, ce n'est pas des phrases toutes faites, etc. C'est qu'on vous écoute, voilà, et à la limite qu'on vous écoute parler de votre bébé et de pas dire ah bah non non mais n'en parle plus, tourne la page, de toute façon il n'a pas existé, et tourne la page. Non, ce que vous voulez vous c'est parler, discuter et qu'on vous écoute, voilà. C'est ça qui fera avancer votre deuil et il n'y a que ça qui fera que vous irez mieux. Bah écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour des conseils et des informations. C'est pas vraiment des conseils sur le déroulement, à part le seul conseil sur la souffrance et la péridurale. Mais c'était plus, parce que ça vous en trouverez plein sur YouTube. Moi je voulais vraiment vous donner des conseils assez théoriques et pratiques. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!